Bon, et pour parler du tourisme numérique, donc on a en ligne Monsieur Hazem Hachem qui est expert en tourisme. Bonjour Monsieur. Bonjour. Monsieur Hachem, comme vous le savez, il y a plusieurs transformations dont le secteur du tourisme a témoigné ces dernières années. Selon vous, quelles sont ces principales transformations qu'a connu le secteur du tourisme au cours des dernières années? On peut dire que c'est un changement vraiment radical, à tel point qu'il y a quelques années, si on fait une coupure et on revient en arrière ou un voyage dans le temps au passé, on ne reconnaît plus pratiquement le même tourisme qu'avant. Oui. Depuis A à Z. Depuis que, si vous savez, il n'y a pas longtemps, aussi longtemps que ça, le client il devait se rendre à l'agence, on va parler dans le monde entier, et même pour venir nous voir, il doit avoir une agence extérieure, c'est toujours le cas, mais le client il doit se déplacer absolument, regarder une brochure en papier, discuter avec quelqu'un et réserver. Toutes ces étapes, elles étaient limite supprimées. Aujourd'hui, on regarde que sur Internet et il y a des réponses, il y a même des visites virtuelles pour certaines musées. On peut tout explorer, tout voir depuis notre écran, que ce soit téléphone ou ordinateur. Donc tout ça a changé complètement et ça continue à changer avec une rapidité pas possible. Donc c'est pas du tout le même tourisme, quoique l'ancienne façon existe encore à l'extérieur, mais on va dire pour une catégorie d'âge assez ancienne qui préfère encore se déplacer et aller voir quelqu'un, mais c'est de moins en moins. Oui, et c'est ça la signification du tourisme numérique. C'est exactement ça. Aujourd'hui, on se déplace complètement vers le tourisme numérique, digital et tout ce qui est sur les plateformes. Parce que c'est avantageux pour tout le monde, c'est un gagne-temps, que ce soit pour le client, soit pour l'agence aussi. Imaginez l'infrastructure qu'elle devait mettre les agences avec beaucoup de sièges, beaucoup des employés, imprimer des catalogues, beaucoup de catalogues, etc. Donc, aujourd'hui, ça économise pas mal. Par contre, il faut mettre sur place tout un système assez important pour que ça soit... Est-ce que ça concerne seulement le fait de réserver des hôtels ou des paiements, ou ça concerne aussi le tourisme virtuel, quand on peut donc passer visiter un temple par exemple sur Internet? Tout à fait. Ce que j'étais en train de dire, qu'aujourd'hui, on peut faire des visites virtuelles. Et en Égypte, on a commencé à mettre certaines visites virtuelles en place. Moi, je sais par, bien sûr, tant que guide et tant que quelqu'un qui est dans le tourisme dans plusieurs secteurs depuis un moment, on a par exemple la partie trésor, masque de Toutankhamon, que tout le monde aime la voir, l'ancien musée de l'Antiquité. On sait qu'il va se déplacer actuellement vers le Grand Musée, mais déjà, depuis l'ancien musée de l'Antiquité, ils nous permettent d'avoir cette visite virtuelle du trésor de Toutankhamon. Oui, oui, et selon vous, est-ce que ces applications intelligentes, cette réalité visuelle, est-ce qu'elle sert à promouvoir le tourisme, ou le touriste étranger, par exemple, est-ce qu'il se suffit, donc il se contente de cette visite virtuelle seulement? Je pense pas. Je pense pas qu'il se contente, mais c'est quelque chose, comment dirais-je, en attendant,
et surtout quand ça concerne l'Égypte, ça donne plus envie de voir en vrai toujours. Mais si jamais la personne n'a pas les moyens ou n'a pas le temps pour l'instant, il veut avoir une information, on va dire, un peu plus détaillée, voire de plus près, ça reste quand même quelque chose de beaucoup plus important qu'une photo ou une magazine, parce que ça lui donne l'impression qu'il est sur place. Vous savez que cette visite virtuelle, elle est 4D, donc je peux tourner autour de la pièce, je peux rentrer, je peux voir un détail. Donc c'est beaucoup plus important qu'une catalogue ou une photo sur Internet, mais ça ne remplace jamais la visite réelle. Oui, et bien sûr, ça ne peut pas remplacer dans le cas, par exemple, d'une visite à Hurghada sur la mer ou à Sharm el-Sheikh, par exemple. Bah, ça, c'est un autre type de tourisme. Bien sûr qu'on peut jamais le remplacer. On ne peut pas le faire virtuellement. Ah non. Les gens, à moins qu'il y aura de l'eau et du sable qui sort de l'écran, on n'est pas encore là. Donc, non, ça ne remplace jamais. Et c'est pour ça que l'Égypte a commencé à avancer sur certaines choses, comme on vient de dire. Par exemple, certains musées archéologiques disposent désormais de visites virtuelles accessibles en ligne. Les hôtels, les circuits, tout ça, ça commence à être par les agences et par l'État un peu plus facile en ligne. Oui. Mais il faut quand même réaliser qu'il nous reste encore beaucoup à faire parce que le monde il avance rapidement. Et vous savez, on va dire les choses parce qu'on souhaite que le bien pour notre pays. Donc, dans la vérité, on avance, mais c'est toujours pas assez. Parce que il nous manque quand même certaines... il faut renforcer nos infrastructures numériques. Oui. Il faut avoir Internet vraiment de haute qualité, applications fiables, les systèmes de paiement plus sécurisés. Bon, on a quand même des choses comme on a, nous, dans l'Égypte. Et ça, c'est quelque chose d'exceptionnel à l'Égypte. Dans l'opération touristique, on a toujours la police touristique. Et donc, c'est vrai qu'il nous aide beaucoup, mais parfois, on a l'impression que c'est un peu plus inconvénient qu'avantage, parce que les procédures, ils se font toujours à l'ancienne. Sont un peu strictes de la part de policiers, n'est-ce pas? Oui, et puis, on va dire la vérité, on attend toujours, par exemple, un guide, pendant qu'il a un circuit avec son groupe, il fait des arrêts 2, 3, 4 fois par jour, et puis à chaque fois, il y a le contrôle, et il lui demande toujours les mêmes renseignements, combien de personnes, quelle nationalité, etc. Donc je pense qu'on commence à utiliser avec la police touristique aussi une plateforme d'une manière que le groupe, parce que quand il y a une agence, elle a un groupe, il ne va pas changer. J'ai 20, 25 personnes, ils vont faire ce programme. Alors, ils sont très stricts et parfois on n'a pas le droit de changer le programme. Ça, c'est quelque chose de pas flexible. Parce que vous savez, dans un programme, il peut y avoir par exemple un temps mauvais. Donc au lieu que je commence par les pyramides, je commence par les musées, parce que c'est à l'intérieur. Et après, quand ça s'améliore, je vais aux pyramides. Parfois, on a du mal à expliquer ça, parce qu'eux, ils veulent appliquer leur système ou être trop stricts. Tandis que si j'arrive de l'aéroport, vous savez, maintenant, tout le monde utilise, et même l'Égypte, dans beaucoup de choses, ce qu'on appelle le QR code. Alors, si chaque groupe il a un QR code, il sera facile à scanner par le guide sur les sites différents, comme ça, il montre quel groupe, et il a tous les renseignements, au lieu de dicter à chaque fois, monsieur le policier ou telle personne, ça sera d'une rapidité, une efficacité pour tout le monde. Moi, je ne suis pas en train de dicter. En même temps, eux, ils ont l'information. Dès que je passe avec le groupe, ils savent que j'ai passé dans ce site. Et du coup, les choses elles vont être beaucoup plus simples. Donc, pour dire la vérité, on avance pas mal, mais il faut beaucoup plus d'efforts parce que dans mais ça va s'améliorer donc sur tous les... ou dans tous les secteurs. En Europe, par exemple, il y a plusieurs
aussi difficultés concernant les procédures. Bien évidemment, je ne suis pas contre, je voyage, mais c'est pour ça, pour mon pays, j'aimerais qu'il y aura beaucoup moins de difficultés parce que la prochaine génération... Oui, bien sûr. Mais bien sûr, Monsieur Hazem Hashemi, des avantages, surtout économiques, de l'utilisation de ces technologies dans le secteur du tourisme, n'est-ce pas? Bien évidemment. Oui. On vient de dire. Et si on parle des avantages économiques, par exemple? L'avantage économique, tout premièrement, c'est vrai qu'il faut au début financier et beaucoup et investir dans cette infrastructure, mais par la suite, c'est que du positif. Parce que comme j'ai dit, imaginez la partie routine qui a besoin de beaucoup de fonctionnaires, qui a besoin de beaucoup de personnes pour répondre, et des personnes en ligne avec le téléphone, etc. Et que toute cette partie, elle va être déjà supprimée. Donc je gagne, point de vue argent, mais le plus important que je vais faciliter. Aujourd'hui, on est dans un monde où plus les plateformes et les choses sont faciles, au plus je peux avoir un accès au tourisme. C'est pour ça, par exemple, disons que cette histoire de mettre le visa en ligne pour l'Égypte, c'est quelque chose qui a trop facilité et ce qui est très avantageux. Du coup, on peut avoir beaucoup plus de volume de ce qu'on a actuellement. Donc, bien évidemment, cette génération et la génération qui vient, déjà pour eux, dès que je rentre en ligne et je trouve que les choses vont pas bien, pour eux, c'est pas un bon signe. Il va aller, parfois, pour dire la vérité, les générations actuelles dans le monde entier, bon, ils sont très technologiques, mais ils sont moins cultivés. Donc, il peut chercher l'Égypte, pas forcément pour l'Égypte, mais parce que c'est vraiment bonne qualité-prix. Mais dès qu'il va trouver des difficultés, il peut voir ailleurs. Alors, cette personne qui veut la facilité de voyage, il existe des millions et des millions par expérience. Alors, dès que je lui dis que l'Égypte, elle apparaît sur les plateformes en premier, et je lui dis avec 2 clics, vous voyagez en Égypte, et il commence à farfouiller et commencer à regarder et trouve que les plateformes sont très faciles. Mais est-ce que selon vous, est-ce que c'est difficile pour les personnes âgées, pour les touristes âgés? Comme vous le savez, il y a pas mal de touristes qui dépassent les 60 ans, les 70 ans, parfois parmi la grande clientèle du tourisme culturel, surtout en Égypte. Est-ce que c'est difficile pour ces personnes d'appliquer ou d'utiliser ces applications intelligentes? Bon, c'est pas comme les jeunes, mais ils commencent à s'y mettre, parce que vous savez, à l'extérieur, maintenant, en dehors de l'Égypte, comme chez nous d'ailleurs, maintenant ça commence, et parfois il n'y a pas beaucoup le choix. Soit il va faire en ligne, je parlais pas de l'Égypte ou du voyage, je parle que cette personne âgée chez lui déjà, il est obligé d'utiliser avec un minimum la technologie et le côté numérique, par téléphone, pour réserver quelque chose, donc il commence à être bien sûr plus habitué qu'avant, quoique il préfère toujours ce genre de clientèle, une assistance humaine un peu plus, mais vu que cette génération elle change et les plus jeunes, ceux qui montent, on vise les prochaines années. Mais bien évidemment, eux, ils ont un peu plus de mal que les jeunes, ça c'est sûr. C'est pour ça en Égypte, pour l'instant, c'est parfait pour eux parce que souvent, ils font des compliments sur les services, sur la qualité humaine, surtout des personnes en Égypte et qui sont souvent très assistées. Oui, et parlons de la qualité humaine et du rôle de l'homme. Donc, on va parler de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle qui touche tous les secteurs. Et donc, est-ce que vous voyez que l'intelligence artificielle peut remplacer quelques domaines ou quelques métiers au sein du tourisme,
ou ça va enrichir le tourisme et l'expérience touristique? Bon, on va dire que oui, ça peut remplacer, bien évidemment, mais il faut toujours l'être humain. Mais il y aura beaucoup moins. Ça veut dire, au lieu de mettre... c'est dommage pour l'humain, parce que ça commence à être... mais il faut l'avouer. On va dire, on va pas se cacher. C'est... Au lieu de faire des fonctionnaires pour certaines personnes, il y aura quelqu'un qui surveille le système ou qui regarde juste au cas où, mais dans 10 personnes, et on n'aura pas plus besoin. Parce qu'eux, ils faisaient des réservations, ils faisaient des dossiers, tout ça, je vais avoir moins besoin. Par contre, sur place, l'Égypte, on ne peut pas lui supprimer des humains, parce qu'une fois qu'il est arrivé, admettons que le client, grâce à ces plateformes, cette intelligence, il est arrivé en Égypte. Il aura besoin toujours de se déplacer de point A à point B. Donc, il y aura toujours le chauffeur avec le guide, etc. Le guide touristique, donc, bien sûr. Le guide touristique, bon, on peut remplacer le guide, je suis guide, mais je sais, on peut remplacer le guide, mais à court terme. Des petits musées qui ne sont pas très vastes, une petite partie, un palais, par exemple, comme le palais de Abdin ou autre. On peut mettre des casques comme il se fait en Europe. Je ne suis pas contre. Je suis guide, je ne suis pas contre. Mais par contre, le côté, comme c'est, on va dire, le temple de Karnak, le temple de Luxor, le Valet d'Or, c'est très difficile de faire une intelligence artificielle qui couvre autant et que ça soit fiable. Donc le guide, il sera toujours là. Mais aussi pour le côté accompagnement. Parce que ceux qui viennent en Égypte, ils ont besoin d'être conseillés. Je fais ça, c'est mieux, non, ça c'est mieux, faites attention à ça. Donc le côté accompagnement, éventuellement aussi le guide égyptologue. Donc ça sera difficile, en tout cas pour un moment encore, de remplacer ce genre de métier. À court terme, oui, comme je viens de vous dire, parce que ça existe déjà. Et donc, on va par exemple à Versailles, on met un casque en France et on se déplace d'une chambre à l'autre et voilà, on écoute les explications qui concernent cette salle. On peut avoir aussi le VR qui se met sur les yeux pour regarder certaines choses. Exactement. Mais ça reste quand même limité. On ne peut pas faire ça en Égypte. L'Égypte, depuis le côté nord, vers le Méditerranée, jusqu'à le côté le plus sud, à la frontière de Soudan, blindé avec de sites touristiques. Donc, il n'y a aucun pays qui peut faire autant dans tout ça. Oui. Alors, Monsieur Hazem Hachim, expert en tourisme, merci beaucoup pour votre intervention et passez une excellente journée. Tout de suite, on passe à un autre sujet, c'est l'énergie et la scène internationale connaît une augmentation notable de l'interdépendance entre la politique et l'énergie, le pétrole, le gaz et les énergies renouvelables devenant des instruments clés dans la construction d'alliances entre États. Les détails donc dans ce reportage signé Salih Hamed.